Alors, nous sommes de retour en séance plénière. Il est un peu plus de 15 heures avancée de l'Atlantique. Les choses vont très bien. Le Congrès également. Déjà, la deuxième journée qui tire à sa fin. Mais, évidemment, nous avons gardé le meilleur pour la fin de cette deuxième journée. Alors, je vous convie toutes et tous, en présentiel, en mode virtuel, à un après-midi littéraire. Ici, en présentiel, nous avons 3 intervenants, intervenantes, et nous avons une intervenante aussi en distanciel. Alors, le thème, c'est « Écrire en français en contexte acadien, autochtone et migrant ». L'animateur sera M. Mbaye Diouf, professeur-chercheur, spécialiste de la littérature francophone à l'Université McGill. Nous aurons les écrivaines en distanciel, Mme Ying Chen, écrivaine francophone sino-canadienne. En présentiel, oui, nous avons Mme Maya Cousineau-Mullen, écrivaine et poétesse des Premières Nations, ainsi que Mme Gracia Couturier, écrivaine acadienne. La séance se tiendra jusqu'à 16h30, donc nous avons environ 1h30 de discussion. Et sans plus tarder, je cède la parole à l'animateur, en fait, M. Mbaye Diouf. Je dois attendre un signal de 5 secondes, on m'avait dit. Alors, merci à nos invités d'abord, Maya, puis Gracia et Yinchen à distance. Merci également à toute l'assistance. Alors, avant de commencer cette cérémonie qui clôture la journée d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment encore adresser mes vives félicitations à Samira Beliazid d'avoir pris cette très belle initiative d'organiser une manifestation scientifique de cette dimension ici à l'UMCE, donc l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Et pour la pertinence de ce congrès-là et l'ampleur de ce congrès-là, je pense que c'est une première, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais également à l'Université de Moncton. Et c'est une très bonne... Et quelle belle idée de donner une tonalité un peu interdisciplinaire. Donc, dans des rencontres scientifiques, on parle de la littérature, on parle de linguistique, on parle de sociologie même, on parle de grammaire. Mais en parlant de littérature, peut-être il faut donner la primeur au littéraire même, à ceux et celles sans qui on ne parlerait sans doute pas de littérature. Alors, c'est pour ça que je suis très ravi, content d'accueillir aujourd'hui Maya Cousineau-Mullen et Gracia Couturier, et également Yinchen. Je commencerai par les présenter, puis on reviendra après sur un format plus ouvert, donc des questions du coq à l'âne sur la littérature ou sur autre chose qui n'est pas la littérature. Parce qu'on sait souvent que la littérature mène à autre chose. On y reviendra sur quelques-uns de vos romans. Alors, Maya Cousineau-Mullen, on la connaît de plus en plus donc dans le milieu littéraire ici, mais également au Québec. Écrivaine Innu et poétesse des Premières Nations, originaire de Migan, membre fondatrice de l'association étudiante autochtone de l'Université Laval, où vous avez fait des études, a participé à l'enquête nationale sur les femmes et les littératures autochtones disparues ou assassinées, et a co-présidé surtout le réseau donc pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Donc on voyait que vous êtes extrêmement active, non seulement dans l'écriture littéraire, et notamment dans l'écriture poétique, mais également dans la société. Donc comment intégrer davantage, comment s'occuper davantage, comment rendre visible davantage des problèmes des communautés autochtones. Alors, même si vous avez fait un album jeunesse, donc j'y reviendrai tantôt, le Noël des Amis de la Forêt 2021, on vous connaît surtout par votre poésie. Et donc, j'y reviendrai précisément après avoir présenté donc ma deuxième invitée à ma gauche, Gracia Couturier. Et Gracia est née au Madawaska, on est même sur les terres de Gracia, parce qu'elle a grandi juste à côté du campus de l'Université du campus d'Edmundston. Alors, elle a enseigné le théâtre, ses premiers amours littéraires avant le roman. Donc, on reviendra peut-être sur ce choix des écrivains de commencer par un genre, de l'abandonner après, puis de revenir à ce genre-là, ou parfois simplement de le mélanger à d'autres genres. Mais Gracia est également dramaturge, metteur en scène, comédienne, membre fondatrice du théâtre de l'Escaouillette à Montréal, et directrice, oui,
De Moncton, oui, parce que je viens de Montréal. Quel beau lapsus. Et directrice fondatrice du théâtre des saisons du Centre universitaire de Shippagan. Alors, elle est scénariste et recherchiste au cinéma, avec beaucoup de projets dont tu vas avoir l'amabilité de nous en parler un peu en cours. Elle écrit aussi le haïku et introduit des sujets adultes, beaucoup, maladies, santé mentale, la question de la mort, etc., de la vieillesse, dans la littérature jeunesse. Ça, c'est une question intéressante. Et peut-être je commencerai d'ailleurs par cette première question tantôt. Alors, est-ce que pour vous, la littérature est un service social? Vous aurez le temps d'y répondre tantôt. Parce que la création littéraire et la fantaisie verbale sont toujours au cœur de vos textes. Alors, ma troisième et dernière invitée est Yin Shen. Alors, Yin Shen nous parle de la campagne, je pense, en ce moment. Et j'espère donc qu'on gardera la ligne encore fonctionnelle jusqu'au bout de cette séance. Yin Shen est née à Shanghai et elle vit au Canada depuis une trentaine d'années. Alors, faire le résumé un peu de la carrière littéraire de Yin Shen, c'est une carrière littéraire en période, je peux l'appeler comme ça, en période, avec une première période où elle a publié 3 premiers livres, plus un recueil d'essais, donc 4000 marches, puis une deuxième période où elle mène beaucoup de réflexions sur les langues, les paroles et les langages, donc c'est une question qui reviendra beaucoup également, la relation de nos écrivaines avec la langue, évidemment la langue maternelle, mais surtout le langage littéraire que vous voulez créer à travers cette langue maternelle-là. Et elle a publié 7 livres dans cette deuxième période-là, dont Immobile et Les rives est loin. Et dans la troisième période, elle prévoit 5 livres, dont les 2 premiers, Blessures, portent sur Norman Betum et Rayonnement, à propos justement de la question atomique. Et c'est une question qui est très actuelle par les temps qui courent. Alors, la quatrième période, c'est une introduction à la poésie chinoise. Elle travaille, elle est revenue, on va dire, dans sa langue première chinoise, que ce soit sur la syntaxe, les écarts, les possibilités, et l'écriture méditative des poèmes sous forme de King Ping. Donc, c'est une éloge du silence. Alors, moi, je lancerai des questions comme ça, et on pourra y répondre à tour de rôle ou progressivement. Et si je commence par toi, Maya, pourquoi ce choix très précoce de la poésie? Mon Dieu. Oui, bonjour tout le monde. Pourquoi le choix de la poésie? Je crois qu'il est venu tout seul. S'il croise quelqu'un qui a un certain don à manier les mots, il s'y installe et il prolifère. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que mes parents m'incitaient beaucoup à écrire. Ils m'ont initié à la lecture assez jeune. Donc, j'ai touché à toutes sortes de littérature, autant historique, même la comtesse de Ségur. Donc, de par là, c'est sûr que ça permet d'étendre le vocabulaire. Et par la suite, j'ai commencé à écrire quand un professeur de secondaire 4 ou 5 nous avait initié à la poésie. Et c'est là que ça a été comme un coup de foudre, on va dire. J'ai commencé à écrire comme ça. Et tranquillement, à la suite, j'ai participé à une résidence d'écriture à Banff. Et c'est là qu'on m'a dit de manière subtile que la rime n'était plus à la mode, donc je me suis adaptée à la prose, mais c'est venu très facilement. Et depuis, c'est un de mes moyens de m'exprimer que j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci, merci Gracia. Et ton regard sur la poésie, Gracia Couturier, justement? Bien, moi, la poésie, en fait, c'était mes débuts, là, quand j'étais au collège, justement. Mais je n'étais pas très bonne. Et je ne pouvais jamais finir un poème en poésie, je le finissais en prose. C'est que ça a comme bifurqué par soi-même. Je lis beaucoup de poésie et, chose étrange, la poésie, la chanson, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas là-dedans que je vais trouver mes meilleures images, que je vais trouver exactement ce que je veux dire. Alors, ça a été plus par le théâtre, vraiment. Mes premières œuvres professionnelles, c'est vraiment plus le théâtre. Et j'y reviendrai sur le théâtre tantôt. Je m'adressais à Yin Shen, je ne la vois pas, mais on va la voir sans doute quand elle va prendre la parole. Et c'est la même question, Yin Shen. J'ai l'impression que dans vos derniers projets, la poésie est également au cœur. Est-ce que c'est vrai?
Ok, elle n'est pas arrivée encore, super. On va continuer avec avec Gracia. Alors, je resterai sur le... Vous écrivez du haïku, par exemple? L'essai du haïku? Oui, mais encore là, j'ai participé à des camps de formation en haïku à Bécomo là, durant 2-3 ans. Et en fait, c'est là que je suis devenue plus en contact avec la littérature autochtone. C'est drôle, hein? Parce qu'il y avait des personnes de cette île, puis du Nord plus. Et c'est là que j'ai eu comme un coup de foudre et depuis, j'en lis beaucoup. Là. Mais je suis pas j'ai jamais pu devenir si bonne que ça en haïku non plus. J'en ai quelques-uns. J'ai participé à des anthologies, mais jamais un recueil complet. C'est fou, c'est bien. C'est un choix parce que le théâtre a pris très tôt le dessus. Pardon? Parce que le théâtre a pris très tôt le dessus. Le théâtre, ça, là, c'est intrinsèque, c'est viscéral. C'est depuis que je suis haut de même. Avant même d'aller à l'école ou dans les années primaires, j'écrivais des textes de théâtre, puis on faisait des pièces de théâtre dans le cave chez nous, puis il y avait les Pelletiers dans le bois de la rue, eux autres, ils jouaient au rôle l'enfant martyr, puis nous autres, on faisait des textes. Eux, c'était le théâtre de répertoire l'été, puis nous autres, c'était le théâtre de création. Et on chargeait 5 cents à la porte, puis après ça, on allait s'acheter des cigarettes à cachette. Mais c'est là que j'ai pogné mon envie du théâtre, parce que j'allais au théâtre. Ma mère nous emmenait au théâtre. On regardait beaucoup le théâtre à la télévision. Et moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est comment est-ce qu'ils racontaient une histoire juste par des dialogues, en se parlant entre eux autres, on finissait par comprendre une histoire. Puis ça m'a toujours émerveillée. Et c'est comme ça que j'en suis venue à écrire le théâtre. C'est ce qui est arrivé le plus naturellement. Quand j'enseignais, j'en écrivais pour mes étudiants, pour exploiter la langue, puis exploiter le français, puis tout ça, l'histoire. Puis... Oui, merci. On reviendra sur quelques titres d'ailleurs tantôt sur le théâtre. Et je reviens à toi, Maya. Je parlais de poésie tantôt, puis je vois que les thèmes qui reviennent beaucoup au sein des poèmes qui sont publiés dans les collectifs, mais également dans les recueils, ça tourne beaucoup autour de la justice sociale, la reprise de la confiance en soi, l'affirmation féminine. Donc, c'est la résilience communautaire, l'environnement. Est-ce que c'est ça qui nourrit en fait ton œuvre poésie? Et pourquoi choisir la poésie pour ces sujets-là, qui sont des sujets quasiment très factuels, à la place de l'écriture narrative? Je pense qu'on est nourri parce qu'il nous a... comment je pourrais dire? On est nourri par ce qui a tenté de nous soumettre. La loi sur les Indiens est un magnifique exutoire pour écrire. Et le fait d'être autochtone au Canada en est un également. On doit encore se battre pour bien des choses. Et on parlait des femmes. C'est sûr que si on n'aurait pas, si on aurait été respecté comme il se doit et intégré dans une société plus juste, il n'y aurait pas eu d'enquête nationale. Mais malheureusement, toutes ces situations-là ont fait en sorte que cela a fait émerger une poésie, oui, féminine, axée aussi sur la dénonciation, sur des thèmes aussi difficiles que le racisme, les abus, les drames qui découlent des pensionnats. Donc, et pour moi, la poésie, ben, c'est venu naturellement. J'écris des textes narratifs. J'en ai un qui est paru dans une nouvelle sous la collection, excusez-moi, sous la direction de Michel Jean, sur le collectif Amoun, qui est paru il y a quelques années. Sinon, la poésie, c'est le principal outil. Et mon premier recueil marque assez, comment dirais-je, le besoin des femmes autochtones de se faire respecter, que ce soit en tant simplement que femmes, que dans leur sensualité, dans leur droit d'être sur cette terre et aussi d'aspirer à retrouver le rôle qu'elles occupaient avant. La poésie est quand même un langage particulier. Est-ce que c'est dépendamment des expériences qu'on traverse ou bien du discours qu'on veut porter sur notre communauté, sur le monde, etc. Est-ce que c'est ça qui force à choisir la poésie et non un autre genre? Qu'est-ce qu'apporte de particulier la poésie dans ce récit-là? Quand j'ai commencé à écrire, il y a de cela une vingtaine d'années, même plus,
la poésie, c'était pas très à la mode. Et on remarque depuis quelques années un intérêt marqué. Beaucoup de femmes autochtones écrivent. J'ai remarqué parce que je devais faire comme une espèce de compendium d'artistes autochtones dans les arts visuels. Beaucoup d'hommes vont peindre, hommes autochtones, et les femmes vont beaucoup écrire. Et je ne dis pas que c'est fermé, mais au Québec, quand on regarde du côté des Inuits, c'est principalement des femmes que l'on retrouve. Et je ne veux pas parler pour les autres femmes des autres nations, mais pourquoi la poésie? La poésie est un médium qui est non intrusif. On peut dire des choses horribles sans heurter l'autre, mais l'amener à réfléchir et l'amener à nous poser des questions. Parce que veut pas, je crois que les gens des Premières Nations qui, comment dirais-je, se mettent sur scène ont un désir de vouloir améliorer les conditions, améliorer les relations entre autochtones et non autochtones, et de le faire par des moyens artistiques. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est dans cette communauté-là, les hommes font plus la peinture. Peut-être que la peinture est la poésie des hommes dans un certain contexte social. Et c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est pas fou. C'est très possible. Et je sais pas, c'est peut-être un moyen qu'il retrouve qui est concret, qui est là et qui peut déjà être exposé aux gens. Parce que j'en vois, là, comme je pense à Anatole Saint-Onge de Pessamit, qui a fait une merveilleuse exposition il y a 4-5 ans. Ernest Dominique. C'est beaucoup, oui, c'est très poétique ce qu'il fait, mais c'est aussi un rappel des traditions, un rappel de ce qu'on aime respecter dans notre culture, que ce soit le territoire, les aînés, les enfants. Donc, je trouve peut-être à quelque part, ça se complète très bien, que nos hommes peignent et que nous, on écrive. Oui, je pense aussi que ça se complète très bien, la peinture, et à quelque chose de lyrique aussi, à quelque chose de très personnel aussi, de très profondément même ancré en soi, mais également dans le territoire. Alors, c'est peut-être, tout cela tourne autour d'une forme de quête qu'on voit, et c'est peut-être la même quête que tu es en train de poursuivre aussi, Gracia Couturier, à travers l'écriture théâtrale, également ce voyage entre différents genres, là, la littérature jeunesse, l'écriture narrative et même le cinéma. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir entre ces genres-là? Ben, c'est pas des choix délibérés que je fais, moi. Ça n'en vient là. Au début, là, quand j'étais en théâtre, c'était toujours des comédies. Et j'ai à la fois du théâtre adulte et pour enfants. Et c'est un peu toujours les mêmes thèmes, les mêmes thèmes. Des thèmes qui rejoignent les, je dirais, les douleurs de vivre, les problèmes qu'on rencontre, comment se libérer de ça. Par exemple, en parlant de la femme, tu sais, je veux dire, c'était pas évident, là, même moi, de mon vivant, là, on faisait des maîtresses d'école ou des secrétaires, là. Puis aujourd'hui, je réalisais en parlant avec mon mari, j'ai dit, je pense qu'en quelque part, je ne voulais pas enseigner, puis c'est ça qui est arrivé, puis c'est pour ça que je n'ai pas resté longtemps. C'est de la façon que j'ai fait mon parcours. On finit par faire ce qu'on est né pour faire, je pense. Fait que les poètes, là, sont nés pour être des poètes parce que c'est ça la mission qu'ils ont sur Terre. Moi, j'étais allée en théâtre parce que, ben, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était comme naturel. Mais, par exemple, je pensais, j'ai fait Les Envolés, A-N-S-V-O-L-E-S. C'était l'histoire d'une dame, puis c'est une cage d'oiseaux. Il y a un oiseau dans la cage, dans le sapage couverture, et elle dit qu'elle vit dans une cage dorée. Et tout son discours est par rapport aux oiseaux, comme si elle était elle-même un oiseau. Et elle veut se libérer de sa cage, puis son mari trouve qu'elle est très bien là. Et son fils travaille pour un entrepreneur de pompes funèbres. Alors, vous voyez les liens que je peux créer à travers 3 personnages pour arriver à parler de cette libération de soi-même et d'un carcan qui peut être familial ou social ou psychologique. Il y a toujours 2-3 niveaux dans les pièces de théâtre que je faisais. Puis c'était toujours à travers des comédies. Mais finalement, c'était pas drôle tout le temps, là. Mais on riait. Tu sais, c'est comme tu ris dans la salle, puis rendu chez vous, tu y penses. Alors, c'était un peu ça. Mais après ça, quand j'ai tombé dans le roman,
j'ai jamais pu écrire un roman comique. Oui. C'est des drames. Oui. Puis en cinéma, c'est pareil. Là, là, je suis en train de faire un film sur l'aliénation parentale. Pas drôle. Non, c'est pas drôle pas tout. Oui, c'est vrai. Puis, oui, c'est intéressant ce passage-là des genres. Puis, qu'est-ce que tu trouves dans le roman que le théâtre ne pouvait pas dire? C'est que le roman, on peut aller ailleurs. En fait, la raison, moi, je voulais écrire des romans, mais il me manquait la technique du roman parce que, puis mon premier roman, les gens me le disaient, ça paraît que tu viens du théâtre, qu'il y a beaucoup de dialogue dans ton roman. Mais c'est que le roman, il y a une liberté dans le roman qu'on n'a pas dans aucune autre forme. Puis je dirais aucune autre forme. Tu sais, tu peux être, je sais pas, en Chine, là, puis décrire ça, puis tout ça, puis tout le monde pense qu'ils sont en Chine, là. Ou tu peux être, la minute d'après, là, tu te retrouves ailleurs, puis il n'y a aucune contrainte en autant que dans ton histoire, dans ton récit, pourvu que c'est crédible dans ton récit, que c'est plausible, que ça s'incarne dans le récit. Tu peux aller ailleurs. Et tu as aussi la liberté des échelons de pensée, de réalité, les niveaux de réalité. Tu peux être dans le surnaturel comme tu peux être dans le très tangible, le très réel, le terre-à-terre ancré dans le sol jusqu'aux genoux, si tu veux, mais la tête dans le surnaturel. C'est ça la beauté du roman pour moi. Et c'est pour ça que je voulais aller là-dedans. Et c'est comme ça que je suis allé faire ma maîtrise et j'ai fait une maîtrise en littérature avec la création de mon premier roman qui était L'Antichambre. Oui, effectivement, c'est très intéressant de voir comment ces genres-là s'additionnent dans ton parcours littéraire, puis dans ton propre projet littéraire. Et tu donnes une fonction très particulière au roman, c'est cette capacité de te rendre libre dans tes choix, mais peut-être de chercher, de configurer une forme de liberté aussi que tu souhaiterais, peut-être dans la société, peut-être dans la modernité, peut-être dans l'époque. Est-ce que tu essaies de produire un discours sur le monde à travers le roman? Un discours quoi? Sur le monde. En fait... Sur la société. Oui, je veux incarner des situations qui nous amènent à se projeter vers un monde meilleur, vers un nous-mêmes meilleur. Tu sais, moi, j'ai toujours dit « sauve-toi et puis l'Acadie va être sauvée ». C'est que, pas dans le sens qu'on est égoïste et on s'occupe de personne d'autre, mais dans le sens que, tu sais, tu es en avion, là, si l'avion crash, il faut que tu mettes ton sauvetage d'abord avant de mettre s'il y a de l'autre, parce que si tu te noies dans l'océan, tu ne pourras pas le sauver. C'est un peu comme ça. Et c'est un peu comme ça quand je vois le roman. Je crée des situations, par exemple, dans le Chacal, mon frère, je voulais voir où se dresse la ligne fine entre la lucidité et la folie. Donc, quand on prend des réserves, ce qu'on appelle aujourd'hui communauté, c'est sûr que le désir de s'en libérer, d'être libre, va s'éveiller. Et dans la poésie, moi, c'est tout ce côté-là également qui est un peu une toile de fond. Je dénonce ce qui nous restreint pour le faire connaître aux gens, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire des Premières Nations, ne connaissent pas l'existence des pensionnats. La rafle des années 60, tout ce qui a marqué notre existence. Donc, on a un grand devoir d'éducation à faire. Et que ce soit par la poésie, par des films, par des romans, on a un travail, en tout cas ceux qui sont sur le théâtre, on va dire, ont un travail de transfert de connaissances à faire connaître à la population, parce que en ce moment, je ne me fierai pas sur le gouvernement, en tout cas, je parle du gouvernement du Québec, pour faire ce travail. Voilà. Oui. Et ce qui est curieux, c'est qu'on se souvient toujours de ces événements-là, majeurs-là, dont tu parles, à chaque fois qu'il y a un autre événement, un accident, quelque chose, on se souvient de cette grande histoire-là. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de relier cette grande histoire-là à ces petites histoires qu'on voit au quotidien ici, dans la communauté?
Peux-tu préciser? De relier la grande histoire, donc l'enquête, donc les lois ségrégationnistes, donc le rejet, comme tu dis, cette volonté de faire disparaître une communauté sans le dire. Donc tu restitues beaucoup dans ta poésie sous forme de dénonciation, mais articulé également au souvenir de certains personnages spécifiques. Les personnages historiques te servent à quoi quand tu les rappelles dans la poésie? Dans ma poésie, je ne fais pas grand rappel de personnages historiques parce que moi, quand mes premières inspirations sont arrivées, c'est souvent vers l'adolescence que ces choses-là nous imprègnent. Tout ce qui était artiste autochtone n'était pas mis de l'avant. Dans l'adolescence, moi, c'était... Excusez-moi? Okay. Oui. Juste pour terminer, c'est ça. Durant mon adolescence, moi, je l'ai passé sous la crise d'Oka. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, levez la main et j'irai vous voir pour vous l'expliquer en 3 mots. Et, et à ce moment-là, il y avait un groupe de ma nation, Innu, qui commençait à percer, qui commençait à avoir une renommée internationale et qui chantait dans leur langue. C'est le groupe Kashtin, composé de Florent Vollant et de Claude McKenzie. Et au moment que leur musique jouait même dans les radios francophones au Québec, quand la crise d'Oka est arrivée, on est tous devenus Mohawks. Et là, les gens ont commencé à demander à boycotter le groupe, de ne plus les entendre jouer sur les stations francophones, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, ils avaient peur qu'ils passent des informations, des propos subversifs, alors qu'ils ne parlaient que de famille, culture, territoire et les grands-parents. Donc, moi, à cette époque-là, je n'avais pas de référence historique, je n'avais pas de cours d'histoire sur les Premières Nations. C'est plus vers ma vie d'adulte que cela a commencé à percer. Donc, mes inspirations, que ce soit dans le style de poésie ou dans les thèmes abordés, c'était Luc de la Rochelière et Richard Séguin, qui, par leurs textes, leur façon de dénoncer certaines choses, m'ont influencé. Depuis quelque temps, les quelques rares personnages qu'on va retrouver dans mes textes, je dédie souvent des textes à Joséphine Bacon. On va retrouver ma mère Innu, ma mère québécoise, qui d'ailleurs, par un heureux hasard, s'appelait Gracia aussi. C'est un nom tellement rare que de l'entendre nommer côte à côte mon nom avec le sien, c'est un doux souvenir, un peu difficile aussi. Donc, voilà. Puis les autres personnages, les enfants qu'on retrouve dans les charniers, les cimetières anonymes, moi, je les appelle les jeunes ancêtres, les jeunes aînés qui n'ont pas eu le temps de vivre leur vie. Donc, ça, c'est plein de petits personnages fantomatiques. Voilà. C'est beau le terme des les jeunes ancêtres. Alors, on me fait signe que Yinchen est avec nous, nous a rejoint. Alors, bonjour Yin. Bonjour. Bonjour, oui. Merci de nous rejoindre dans ce dernier panel littéraire. Et nous sommes avec Gracia Couturier et Maya. Donc, ce que je voulais te poser, on a fait le tour un peu des thématiques, des générales qui traversent les œuvres des unes et des autres. Alors, moi, j'ai essayé de définir, toi, ton travail sous forme de période. Et de la première période où tu commençais tes romans jusqu'à la dernière, où tu t'intéresses plus à la poésie chinoise ancienne. J'ai envie de te demander pourquoi cette sorte de retour, vraiment aux sources là, aux sources lointaines là. Merci. Je crois que ce retour, mais c'est un demi-retour, ce n'est pas, ça a toujours, cette poésie m'a toujours accompagnée. Et puis, j'ai fait une décision de faire un pas comme ça. C'est difficile à dire. Il y a plein de choses qui s'est passé depuis que je commence à écrire. Et je n'ai pas vraiment beaucoup écrit quand j'étais en Chine. Et puis j'ai commencé quand je suis au Canada. Et donc j'ai plusieurs périodes de travail. Mais j'ai commencé par raconter mon départ. Je pose plein de questions sur le pourquoi. Et
et je me rends compte très bien, très vite que on part d'un endroit vers l'autre, mais est-ce qu'on peut espérer arriver quelque part? Et ma conclusion, c'est que non, on n'arriverait pas. Et puis, ce n'est même pas intéressant d'arriver. Ce qui est intéressant, c'est ce parcours, ce aller vers, c'est entre deux. Et donc, ma première période, c'est les choses sur le départ, etc. C'est là que je suis le plus lue. J'étais comme une bonne personne, quelqu'un de bien assimilé, de mieux. Enfin, j'ai fait un effort pour m'intégrer, mais je me suis vite écartée de ce chemin. Et je dis, je ne veux pas passer ma vie à raconter mon départ. Et quelque part, quand on quitte un endroit, on a déjà en nous un sens critique, une dissidence, tout ça, c'est évident, on n'a pas besoin de passer ma vie à en parler. Et puis, et donc, je commence à écrire des livres fantomatiques, que les gens les personnages qui vivent sans lieu, sans temps, sans naissance, sans arriver, rien de tout cela, pour justement pour me débarrasser d'une sorte de catégorisation. Je sais que ça va me suivre toute ma vie, je le sais, mais j'essaie de me débarrasser des mots. Et des mots, je questionne beaucoup sur le rapport entre les mots et les choses. Et par exemple, je ne critique en rien, je viens pour la francophonie de tout cœur. Sauf que le mot migrant, pour moi, c'est un mot ambigu. Et on sait très bien que ce mot migrant, ça ne désigne pas un Irlandais au Canada. On ne dit pas Canadien irlandais, on ne dit pas un Québécois français. Et donc, ce migrant, c'est pour nous une petite minorité. On est une grande population des expatriés, des migrants, mais ceux qui écrivent en langue française, c'est une toute petite minorité, mais on a besoin de faire cet encadrement. En Occident, on ne peut pas faire un pas sans catégoriser, sans identifier. Et c'est quelque chose qui me désespère un tout petit peu. Et donc, moi, je sais que le mot migrant, ça désigne une partie de gens comme moi qui vient d'ailleurs, mais d'un ailleurs très lointain. Très lointain. Ceux qui ont traversé un fossé pour arriver ici, ce fossé qui divise le monde. Et comment dire, ce serait, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait un saut presque civilisationnel. Et voilà, ceux qui, pour dire plus directement, ceux qui viennent du tiers-monde, d'un monde moins développé, moins bien. Donc, il y a une hiérarchisation, il faut le dire, hiérarchisation des civilisations, des peuples, des langues aussi, parce qu'on est dans la langue. Et quand moi j'ai passé beaucoup d'années, même aujourd'hui encore, on est toujours à répondre à des questions, pourquoi je choisis le français, pourquoi je quitte un endroit vers l'autre, etc. Et j'ai passé beaucoup d'années pour parler de la langue française. Et sauf que j'aimerais bien souligner que en ce qui concerne de un migrant qui fait une migration, une traversée civilisationnelle, que ces migrants portent en eux une arrière-langue. Et peu importe grande langue, petite langue, ils portent une arrière-langue. Et quand on examine un peu qui sont en train de bouger
dans quel endroit vers quel endroit, quelle langue ils le prennent finalement. Ce n'est pas un Anglais qui va se mettre à écrire en hindi, en langue indienne. Ce n'est pas un Français qui va se mettre à écrire en langue amazigh, n'est-ce pas? C'est très évident, c'est une tendance. C'est une tendance. Et dans cette tendance, ce que je vois, c'est que les langues sont mortelles, les langues sont des espèces vivantes. Je suis pour la diversité des langues, même les soi-disant sous-langues, les soi-disant, je ne sais pas, demi-langues. Et pour moi, c'est très important parce que dans toute l'histoire, quand on voit comment les langues mortes ont été mortes, c'est très évident que la politique, je veux dire, la question de langue, c'est toujours une question politique. Pour les uns, c'est une question de domination, pour les autres, c'est une question de survie. Et donc, je suis très consciente tout le long de cette période où je raconte la vie des fantômes. Je suis très consciente de cela. Et il ne faut jamais oublier, quand on parle d'une langue plus ou moins réussie, tout est très relatif, n'est-ce pas? Si je suis dans la francophonie, parce que, il faut le dire, et je sens la précarité d'une langue, je le sens. Regarde la réalité en France, au Canada, je le sens, j'ai des expériences personnelles. Mais c'est relatif, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas oublier que ces migrants qui viennent d'ailleurs très lointains, ils vivent une sorte de mort de leur langue maternelle, que ce soit demi-langue, que ce soit, même si les dialectes, toutes les langues qui n'ont pas eu la chance de développer à leur propre rythme, n'est-ce pas? On dit les différences culturelles. Pour moi, c'est la différence entre, c'est une différence de temps. C'est-à-dire que chaque civilisation a son propre temps, à sa propre temporalité. Et ça, moi, je n'ai pas un point de vue de l'histoire linéaire, c'est-à-dire que l'histoire de progrès, c'est-à-dire on y va d'un point vers l'autre. Pas sûr, avec ma philosophie chinoise de Yi Jing, c'est que tout change. La seule règle du monde, c'est le changement. Et rien n'est sûr, parce que moi, je viens d'un pays qui a 5000 ans, mais là, j'ai vu plein de ruines, plein de montées et descendre. Donc, tous ces, alors je termine, tous ces écrivains portent en leur, sauf qu'une langue, quand ça meurt, ça prend longtemps, ça s'étale sur des siècles. Pour la Chine, ça s'étale sur 1000 ans, même plus. Et sauf que, comme les êtres humains, un peu comme moi, et les autres, il y en a beaucoup de plus en plus, quand eux, ils font un saut comme ça, historique même, sur un saut comme ça, c'est un saut de temps. Et quand ils font ça, ils portent leur première langue, leur langue maternelle, etc. Ils portent leur langue dans leur poche, mais sachant qu'il n'y a pas d'avenir pour cette langue qui s'écarte du fleuve principal. Une langue a besoin, une langue, quand il n'y a pas de statut officiel, quand une langue n'est pas institutionnalisée, elle n'a pas d'avenir. Et je me sens que je suis coupée, mais je ne sais pas si vous pouvez m'entendre encore. Oui, je t'entends religieusement. C'est intéressant, hein, cette question de la langue, que je ne poserai plus mes questions sur la langue, parce que tu as répondu vraiment largement sur la langue, sur ta langue d'écriture. Et là, je comprends jusqu'à quel point cette langue d'écriture et cette langue d'existence est une préoccupation pour toi, Yin-Shen, mais également est au cœur de toute ta littérature, jusque dans les façons d'intituler tes textes. Hein, immobile, la rive est loin, etc. Il y a quelque chose de très mobile avec toi, avec la langue. Il y a également quelque chose de très créatif et très conservateur avec toi pour la langue. Mais je pense que c'est une question qui intéresse
tout le monde quand on est écrivain, la question de la langue. Et je pense que Yunchen vient de dire, Maya, ça devrait te parler. Quelle est la place de cette langue-là? Elle a parlé d'arrière-langue. Est-ce que quand on fait de la poésie de dénonciation, il y a quelque part cette forme d'arrière-langue-là? On restitue d'une certaine manière une autre langue. Ben, moi, la colonisation a quelque part fait son travail avec moi. Je ne parle pas beaucoup ma langue maternelle. Ma mère, qui a été dans les pensionnats, devait me l'apprendre, mais la vie a fait en sorte qu'elle n'a jamais été capable de prendre le temps avec moi. Donc, voilà, la manière que j'utilise pour la réintégrer dans ma vie, c'est dans la poésie. Comme dans mon premier recueil, on retrouve un lexique à la fin du recueil qui explique la signification des mots. Et j'ai fait réviser les mots par ma cousine, Madame Yvette Mollen, d'ailleurs, qui est professeure à l'Université de Montréal et qui enseigne la langue Innu et qui travaille sur divers outils pour la protéger parce qu'elle est en danger, la langue Innu, l'Inuaimun. Je trouve ça beau, la manière que Yimchi disait qu'une langue, c'est mortel, ça peut disparaître. Donc, je regarde aussi, je pense au Wendat, dont la langue est morte, mais qu'ils essayent très fort de la réanimer, de la ramener dans leur quotidien. Je crois qu'il faut admirer ce genre de travail-là auprès de nos sociétés, même si elles sont petites, parce que c'est une particularité qui, selon moi, ne menace personne. Mais ça dépend. Je me rappelle, je participais à une conférence sur les enfants autochtones adoptés et la majorité parlait anglais et ne montrait pas vraiment d'intérêt au français. Et à un moment donné, j'ai pris la parole et je n'ai parlé qu'en français. Et je les ai vus tout ça précipiter pour aller chercher leur traducteur, enfin. Et à un moment donné, je leur ai dit, on n'a pas choisi la langue qui nous a colonisés, que ce soit l'anglais ou le français. Et je ne dis pas ça nécessairement péjorativement, parce que on le voit dans ma poésie, j'aime le français, j'aime cette langue-là. J'ai grandi avec, personne ne m'a forcé à l'apprendre ou ne m'a frappé pour l'apprendre, contrairement à ma famille, qui ont été dans les pensionnats. Mais c'est aussi une façon d'utiliser un outil qui s'est peut-être voulu colonisateur, mais pour enseigner aux gens, qui prennent conscience du poids de l'histoire qu'on porte sur nos épaules. Voilà. Oui, et je pense que c'est une question qui peut intéresser Gracia aussi, surtout par rapport au sujet que toi tu abordes dans tes œuvres, là, peu importe le genre. On le voit, on a parlé du théâtre, des romans, mais également de la littérature jeunesse qui est également très présente chez toi. Mais ce qui est particulier ici, c'est que tu abordes à travers cette littérature jeunesse-là des sujets très durs, très sensibles parfois. Est-ce que pour toi, finalement, la littérature, c'est un service social? En fait, ce n'est pas des sujets très durs, ce sont des sujets très réels et très humains. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'on va traverser ça. Et moi, c'est ce que j'ai voulu parce que souvent, les enfants, on va traverser des événements qui nous dépassent. On n'a pas les outils pour les confronter parce qu'on est trop jeune, mais l'événement, il est là pareil, puis on est obligé de le vivre. Les enfants de la guerre, les enfants des pensionnats. Je regarde la série actuellement, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me broye les tripes à tous les soirs que je regarde ça. C'est pour toi, Flora. Mais c'est des sujets comme moi, en fait, ça vient peut-être me chercher à cause de mon expérience personnelle, mais ça a été un événement marquant dans ma vie. Mon père est décédé un soir, à 9 h du soir, j'avais 5 ans, puis on était 7 enfants, bien 6 et demi dans la famille, le 7e allait naître pas longtemps après. Des 7, il n'y en a pas 2 qui ont réagi de la même façon. Alors moi, c'est beaucoup ce que je questionne dans mes écrits, quand on fait face à un événement, et quand on a fait en fantôme sur roulette, qui évoquait la mort et la maladie mentale, il y a des parents qui ont gardé leurs enfants à la maison parce que ça évoquait la réincarnation d'après eux, puis c'était pas mettre dans la tête des enfants, alors qu'il y a d'autres parents qui nous ont écrit des lettres pour nous remercier. Et même le directeur d'une école nous a dit, vous venez de sauver mon fils, là. Ça fait 1 an et demi que sa mère est décédée, il n'a jamais pu en parler. Et cette pièce-là
l'a débloqué, il a été capable d'en parler et il a pleuré la mort de sa mère. Alors, c'est des sujets que moi, je trouve, les enfants ne sont pas trop jeunes parce qu'ils sont pas trop jeunes pour le vivre, ben ils sont pas trop jeunes pour en parler, pour en entendre parler, puis être capable d'en discuter et de se libérer de ce carcan-là, de ce fardeau-là, finalement. Et c'est pour ça que j'aborde ces sujets-là, moi. Oui, il y a certains de tes livres qui sont même destinés aux élèves du secondaire, qui les lisent, qui l'étudient. Un tintamarre dans ma tête, là, j'imagine que tu faisais référence à cette pièce-là. Ça s'appelait L'Ange du Totem, j'aurais aimé beaucoup mieux. Mais le sujet reste actuel vraiment, surtout dans la période actuelle où tu dis que ce n'est pas des sujets durs, mais ce sont des sujets qui sont réels. Donc le but pédagogique, le but de ne pas se défausser, de ne pas fuir la question, il reste toujours là. Il y a une forme d'engagement, en fait, dans cette littérature. Oui, engagement dans plusieurs sens, principalement avec ce roman-là, Un tintamarre dans ma tête. Je vais vous expliquer pourquoi ça devait s'appeler L'Ange du Totem. Et c'était des romans commandés par la Fédération des ministères d'éducation de l'Atlantique. Et il fallait, ça s'incarnait dans des lieux précis. Donc, pour que les enfants se rendent compte qu'ils existent dans un lieu et que ces lieux-là peuvent être aussi en littérature. Alors, ça va chercher autre chose, parce que quand on parle de langue, là, il y a plusieurs langues françaises. La langue, c'est juste un moyen de communication, mais la langue, c'est aussi une culture. Alors, si je parle, moi, dans ma jeunesse, nos références, c'était la France. Nos livres venaient de la France. Il n'y avait même pas encore de livres du Québec dans le temps. On ne les recevait pas. Après ça, ça a venu la littérature québécoise, mais il n'y avait pas encore de littérature acadienne. C'est sorti dans les années 70. C'est jeune, la littérature acadienne. Ben, à part que Antonine, puis Pascal Poirier, puis les quelques qui ont écrit, mais on ne pouvait pas parler d'une littérature à grande échelle, disons. Et donc, ça se passait en partie à Edmundston et l'autre partie du roman se passait à Cap-Pelé. Claude Roussel demeure à Cap-Pelé. C'est un artiste en art visuel. Ça a été le pionnier en art visuel en Acadie. Puis c'est un gars d'Edmundston que je connais beaucoup. Il m'a enseigné mon grade 1 pour grade 2. C'est lui qui a fondé le département d'art dramatique. Moi, je l'ai incarné dans mon roman. Et c'est lui, sa maison, il a fait. C'est une maison centrale. Il y a une grosse poutre au centre, comme un totem. En haut de ça, c'est un ange que lui a sculpté en tôle blanche. Puis tout le long de ça, c'est des sculptures de ses petits-enfants et de ses enfants. Donc, c'est comme un totem familial. Et c'est ce qui a sauvé cette petite fille-là qui vivait le deuil de son père, qui le vivait très mal et qui finalement a rencontré cet artiste-là qui venait de son lieu natal et qui parlait son français à elle, avec ses références à elle, qui l'a permis de monter dans... C'est comme l'ange qui s'était envolé dans sa propre libération, finalement. C'est tout des symboliques, mais c'est comme ça. Et quand je dis à plusieurs Français, c'est parce que ça fait référence aussi à des lieux. On incarne nos lieux pour les mettre au monde, dans le monde littéraire. Oui, c'est peut-être pour ça que tu parlais de correspondance tantôt et entre les différentes étapes, les différents éléments quand tu construis, quand tu prépares un texte. Est-ce que c'est ça, finalement, qui a mené au fractal? Parce qu'on dit Chacal, mon frère, c'est une autre histoire là d'expérimentation littéraire. Quel est le processus qui a mené à Chacal? C'est quasiment bête. C'est parce que les fractales, ben, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'étais allé faire ma maîtrise en littérature française. C'était pour étudier les fractales du point de vue littéraire. Il n'y avait presque rien là-dedans. C'est plus en art visuel, en météo, Alors, moi, j'ai voulu approfondir ce sujet-là et j'ai dit, bon, ben là, si je vais faire une maîtrise, je vais tout faire mes cours en lien avec ça. Ça va être... Alors, c'est comme ça. Et je voulais, mon but, je voulais créer une fractale littéraire. Et je l'ai fait avec Rebecca, là, vous vous en souvenez quand j'étais venue dans votre cours. Et l'éditeur, à ce moment-là, m'avait dit, OK, on te le publie, mais écris-en plus de même. Ben, c'est collant un petit peu. Et là, j'ai pensé, bon, ben OK, peut-être bien que je devrais me calmer le pompon un peu, tu sais. Mais je n'étais pas convaincue de ça, là, parce que je voulais poursuivre dans cette voie-là. Puis l'affaire évoluait finalement.
Fait que dans Chacal, je l'aborde d'une différente façon avec la mise en abîme des tours du World Trade Center qui s'effondrent, là, et la naissance qui arrive dans la rivière Saint-Jean au moment de la débâcle des glaces. Donc, c'était comme une symbolique. Et à travers ça, le chaos fait son œuvre et se répercute. J'ai mis moins de dimension artistique dans le sens que Rebecca, ben, c'est du théâtre, c'est la réalité fictionnelle et c'est le cinéma et c'est tout imbriqué un dans l'autre. Puis il faut que tu suives parce que si tu manques le point de bifurcation, tu es perdu. Alors que dans Chacal, j'ai voulu le faire un petit peu plus smooth. Et à travers le haïku, parce que là, j'utilise le haïku dans Chacal, mon frère, et je fais comme un mix des genres, un peu. C'est peut-être plus dans ce sens. C'est un petit peu pointu, là. Ça prendrait des universitaires pour étudier ça, parce que quand on lit, on ne se préoccupe pas de ça, là. C'est quand on veut aller plus loin dans la question de la structure. Parce que moi, j'aime beaucoup les structures. Mais c'est ça, là. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que justement, les universitaires ils vont étudier beaucoup ce roman-là à ce qu'ils appellent la narratologie. Donc c'est un roman extrêmement bien construit, mais ce qui frappe vraiment d'entrée, c'est tout le roman, une forme de roman expérimental dans le montage, dans la présentation des personnages, dans les correspondances entre les personnages, entre d'autres enjeux plus implicites qui se jouent. Oui, je comprends ton éditeur là, qui a dit de ne pas répéter Rebecca, parce que c'est... La maison d'édition n'existe plus, malheureusement. Oui, mais c'est malgré tout, le sujet reste toujours, je parlais de sujet dur, peut-être difficile. L'issue risque d'être toujours dramatique. Il y a toujours ce point de bascule là qu'on voit dans les romans. C'est pour ça que je parlais tantôt d'engagement littéraire, mais est-ce que c'est toujours dans un but pédagogique? Tu essaies de réveiller les gens qu'il y a toujours des menaces, que ce soit individuelles, collectives, etc., jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. En fait, quand je fais des romans, je n'ai aucun but pédagogique. Aucun. Non, je me dis, là, ceux-là qui veulent faire la pédagogie avec ça, là, ils le feront. Ils sont bien plus smart que moi et ils vont le faire bien mieux que moi. Fait que je veux juste, moi, écrire une histoire qui va... Je pense même pas à qu'est-ce qu'elle va faire, l'histoire. J'ai même pas dit, je vais faire une œuvre inutile ou ben non, je vais faire ci. Non, non, moi, je veux parler d'un sujet, puis je veux en parler de belle façon, hein, autant que faire se peut, là. Tu sais, en parler dans une langue qui me correspond à mes tripes. Pas compliqué, je connais juste la langue française. Je ne pourrais pas écrire dans d'autres langues. Fait que, mais quand j'écris, je ne pense pas à ces choses-là. Je pense juste à créer une histoire. Je suis dans un mode créatif. Là. Même chose pour le cinéma. Où je pense à rien, là. Du point de vue pédagogique ou social. Ou whatever. Alors, je reviens à Yin Chen. Alors, Yin, oui, tu parlais de la langue beaucoup, tantôt, etc. Mais si je regarde les sujets qui reviennent vraiment d'un roman à l'autre, d'un récit même, je peux les appeler des récits à l'autre, il y a toujours en permanence cette question de la maternité. Hein, cette question de la maternité, de la mémoire, c'est le risque de destruction, c'est quelque chose de très fragile qui vient jusque dans ces romans-là. Mais en même temps, quelque chose qui pourrait naître de cette fragilité-là, qui pourrait même devenir durable. Donc, j'ai l'impression que tu cherches toujours des liens entre l'expérience vécue et l'expérience, ce qui est projeté dans tes livres. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Il n'y a rien que j'écris qui ne sont pas venus du vécu. C'est clair. C'est clair. Et la maternité, ben ça, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup de cela. Et on est à la fois fille et mère. Et donc, je ne sais pas comment tout est dans les livres. Et aujourd'hui, en ce moment que je vous parle, ce qui me concerne, c'est davantage la transmission. Et tout à l'heure, j'ai parlé la langue. Et d'abord, on a perdu la langue maternelle chez nous. Vous pouvez m'entendre? Oui, on vous entend. Et
c'est la langue maternelle qui est en jeu. Et donc, mes enfants sont amenés à détester leur langue maternelle, à avoir honte de leur culture ancestrale. Et moi, en venant ici, je ne vous ai pas encore dit que pourquoi je ne suis pas en personne. J'aurais beaucoup être là, de vous saluer, de saluer mes collègues et Samira qui m'a gentiment invitée. Mais là, je me rends compte que le trajet prend aussi longtemps qu'un trajet qu'on y va en Normandie. Et ce n'est pas normal entre le Canada. Et c'est une question d'infrastructure. Mais pourquoi ça me travaille? Parce que je ne peux pas m'empêcher à penser au chemin de fer. Il y a bientôt 200 ans, quand il n'y avait pas encore d'avion, quand voyager en mer, c'était encore dangereux, ce chemin de fer était d'importance capitale pour que le Canada soit Canada, que devienne le Canada. Et dans ce temps-là, et je me demande pourquoi il n'y a pas un TGV qui m'emmène vers Moncton en 4 heures. Et donc, le chemin de fer était une énorme infrastructure qui traverse une immense terre qu'on appelle aujourd'hui Canada. Et aujourd'hui encore, les anciens immigrants chinois, ils ne fêtent pas le 1er juillet pour une raison, parce que c'est une gigantesque plaie qui n'est pas guérie, parce que la question chinoise est encore en l'air même aujourd'hui. Et je le vis quotidiennement, mais pas quotidiennement, parce que moi je suis des temps connecté de la société, je suis à la marge, je ne suis même jamais allé chercher un emploi, je ne suis pas dans la compétition, je ne suis pas là-dedans, mais la deuxième génération, mes descendants font face à une question lancinante, la question chinoise, ça a toujours été présente au Canada. Et donc, voilà pourquoi je parle de la maternité. Mais quand on parle de la maternité, on pense aussi à un regard sur le monde. Il faut une confiance, un minimum de confiance pour faire des enfants. Alors là, je ne suis pas sûre qu'en vu l'état où se trouve le monde, pas très sûre. Donc, je reviens à plein de choses que j'ai écrites autour d'un fantôme. Ce fantôme vient d'où? Ce fantôme vient du fond des ruines. Donc, l'image des ruines, l'image de tremblement de terre c'est très présent. Et j'ai conclu une série de romans avec le titre « La rive est loin ». Donc, voilà, tous ces sentiments qui sont là, mais ça vient directement de ce que j'ai vécu. Est-ce que c'est pour cela que la figure de Norma Bethune revient souvent dans tes livres? Oui, c'est une traversée. Je ne dirais pas un lien, c'est une traversée. C'est comme s'il y a une ligne, c'est comme un éclair, mais je ne dirais pas un lien. C'est comme quelque chose de suspendu entre deux choses. Plus précisément, c'est d'un fossé dont je parle qui divise le monde. Et ce n'est pas simple, ce n'est pas seulement la division politique, économique, tout ça, géopolitique, non. C'est une division entre les civilisations, c'est une division entre le vécu des collectivités qui, pour raisons géographiques ou pour d'autres choses, ils sont divisés dans le temps. Et ça me préoccupe beaucoup parce que j'ai 2 temps en moi. Et là, je n'ai pas répondu à votre question sur la poésie. J'ai envie de retourner dans la poésie ancienne, pas le moderne. Pourquoi? Parce que la langue chinoise a été complètement réformée, grandement réformée. On n'en parle jamais beaucoup. Tellement transformée au lendemain des guerres d'opium.
Et donc, la langue, le syntaxe est changé. Hein. Si vous allez lire le chinois d'aujourd'hui, le chinois d'autrefois, ce n'est pas le même. Et moi, j'ai tendance plutôt à retourner dans une langue ancienne qui est encore vivante, qui a un lien encore profond. Ça, c'est un lien. Même vous allez dans les chansons populaires, vous voyez combien la trace ancienne, c'est la seule langue, l'unique langue au monde qui est extrêmement distincte et qui est encore, qui s'ajoute avec le visage, l'image, ces pictogrammes. Et dans la langue chinoise ancienne, nous n'avons pas un vocabulaire, presque pas, un vocabulaire de causalité. La langue française ou d'autres langues, il y a aujourd'hui, il y a ceci parce qu'il y a toujours le parce que, néanmoins, donc, il y a ça. Il n'y a pas de causalité, mais c'est une corrélation de multiples de choses qui nous entourent. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime, parce que c'est quelque chose qui est en train de mourir, justement. Même s'il y a une influence encore très grande, mais sur un large, je ne sais pas, image, si on voit ça sur une étendue de l'histoire. Et je ne suis pas optimiste, donc je crois que j'ai un peu envie de transmettre, si je ne peux pas, c'est trop tard, je ne peux pas transmettre à mes propres enfants et j'espère que ça peut être, et donc j'aimerais, je reviens aussi encore sur migrants ou pas migrants, j'aimerais que ça m'est presque jamais arrivé, et vous êtes parmi les premiers, et quand on parle de la langue française, je sens que je suis aspirée vers une autre culture et personne, presque pas, qu'on se rencontre la peine qu'on porte en eux. C'est pas une peine directe, c'est pas ça, on sent une sorte de mort qui est normalement une mort de la langue. La langue meurt lentement, mais là, nous, en tant que migrants de cet ordre, on sent une mort accélérée et condensée. Chez nous, c'est en moins d'une génération. C'est perdu la langue chinoise. Et moi, parce que j'ai laissé de côté ma langue maternelle, au bout de quelques années. Donc, on sent une sorte de choc culturel, c'est ça, c'est un vrai choc, c'est une sorte de mort, il faut le dire. Voilà. Oui, merci Yin, et ça revient, on voit jusqu'à quel point ces sujets sont très profondément discutés là, à ton niveau, dans tes textes. Tu parles de traversée, le mot est très éclairant là pour la séance qui nous réunit aujourd'hui. C'est un mot qui pourrait peut-être définir aussi ta poésie, Maya, traversée, parce qu'on voit que dans le premier texte, bréviaire du matricule 082, c'était beaucoup de ressenti, beaucoup de colère, de la rage même. La dénonciation, elle est systématique. Puis, est-ce qu'après, la question ne se pose pas de savoir comment sortir de ça, comment passer après avoir expié ça, après en avoir parlé? Est-ce que c'est une traversée? Est-ce que ça va mener à quoi après? Expier. Toujours dans la poésie, là. Expier est pour moi un terme très chrétien, et pour ceux qui ont lu Colère biblique savent ce que j'en pense. Donc, non, je n'ai rien à expier. Mais oui, la colère est là. La colère, mais elle est plus domptée. Elle est plus, disons... Il y a quelqu'un qui m'a décrit comme calmement enragé. J'aime ça. Parce que dans ma vingtaine, quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à apprendre des faits historiques sur les Autochtones, donc le massacre de Wounded Knee, tout ce qui s'était passé en arrière de la crise d'Oka et tout. Donc, je suis devenue très en colère. Et ma colère était plus à fleur de peau que maintenant. Maintenant, on dirait qu'elle est plus intériorisée et elle s'exprime plus par les écrits. Et c'est une façon de passer. Moi, je dis souvent que ma joie, je la vis, et ma tristesse ou ma mélancolie, je l'écris. Donc, c'est ça que je fais. Et Bréviaire du matricule 082 a été longuement réfléchi parce que moi, quand je suis arrivée à l'université, ça ne me rajeunira pas, je suis arrivée en 96-97,
Il y avait un jeune Italien, pour ceux qui connaissent la littérature autochtone, est un incontournable, Maurizio Gatti, qui, grâce à lui, a réussi à mettre la littérature autochtone francophone sur la scène, parce qu'il a fait un travail vraiment incroyable auprès des communautés. Et à ce moment-là, on me poussait déjà à publier, mais je n'étais pas pressée. J'ai laissé mon premier recueil mijoter pendant 15-20 ans. Je ne voulais pas juste profiter de la mode, du fait que c'était autochtone, tout ce que tu écris va être publié. Non, ça ne me tentait vraiment pas. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que quand on travaille dans le monde des Premières Nations, on est toujours en train de se battre pour le financement, pour être respecté. On se bat contre le racisme, on se bat contre les situations des communautés où ils vivent de la malnutrition, où l'eau courante n'est pas rendue. On est toujours en situation de survie. Et depuis 5 ans, je travaillais pour une firme d'architectes, Évoque Architecture. Et quand je suis arrivée là, j'ai senti que je pouvais me poser comme un nid. Je pouvais me réfugier et être simplement. Mon travail était d'autochtoniser le bureau de l'intérieur, donc accompagner les architectes dans une compréhension plus accrue du monde des Premières Nations. Mais ce n'était pas dans une position de combat ou de survie. Et ça se faisait dans la bonne humeur, dans les bonnes questions, des gens déjà intéressés au sujet. Donc, je me suis sentie plus en paix et ça m'a permis de rassembler mes textes et de publier le premier recueil. Et ça doit être un lieu très propice parce que mon deuxième est né 2-3 ans après. Ouais, voilà. Puis on voit le dernier, là, les enfants de Linchen, du Lichen, oui. Donc, est-ce qu'il y a une forme d'apaisement? Je ne veux pas dire d'épuisement. Est-ce qu'il y a une forme d'apaisement entre le premier et le deuxième? Parce qu'il doit y avoir tout un parcours qui a été fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça apaisement parce que la deuxième partie s'appelle « Garde-moi une balle en réserve ». Cette partie-là a été écrite durant le conflit avec les Wet'suwet'en. J'avais l'impression de vivre une crise d'Oka, prise 2, ce qui a heureusement été évité, mais grâce aux médias sociaux, autant c'est une plaie, autant parfois c'est un outil efficace de dénonciation. Moi, quand j'avais appris qu'il y avait des officiers de l'armée ou de la GRC qui avaient mis en joue des militants, je n'en revenais pas. Parce que, je veux dire, quand battre le tambour n'a rien de menaçant, il n'a jamais tué personne. Se tenir debout, tranquille, avec une plume d'aigle dans les mains, n'a jamais non plus tué personne. On entend rarement parler de violence dans les manifestations autochtones. Si elle vient, c'est quand la force non autochtone essaye de nous restreindre. Et naturellement, on va se défendre, on va résister. Et on est chez nous. J'en reviens. Des fois, quand j'y repense, quand j'ai ces mouvements de pensée-là, je fais « Mais on est chez nous, puis on essaie de nous faire vivre d'une autre manière qui n'est pas la nôtre. » Sacrement. Et oui, il y a une colère qui est là parce qu'on est toujours dans un état qui va venir nous frustrer, qui va venir nous empêcher, nous limiter. Et peut-être quand tous ces conflits-là seront réglés, et je dis souvent qu'un être autochtone est un acte politique, quand ce ne sera plus le cas, là, on pourra parler de licorne puis de princesse. Oui, oui, c'est... On va attendre la princesse. Elle va venir, la princesse. On va venir, la princesse. Puis, je reviens à toi, Gracia, pour continuer un peu sur la question, pas sur la question des fractales, mais plus sur quelque chose de... Parce qu'il y a, je pense que je l'avais lu quelque part, quelque chose de pessimiste qui semble percevoir, qui semble transparaître dans ta littérature. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas du tout une littérature pessimiste, c'est juste véridique, comme tu as tendance à le dire. Je ne pensais pas que j'étais pessimiste, là. J'ai pas, non. J'ai pas l'impression. Pour moi, pessimiste, c'est quelqu'un qui ne voit pas d'issue possible, là, qui va être tout en noir. C'est sûr qu'on a des périodes sombres, mais je ne le vois jamais comme sans issue. Mm-hmm. Donc, pour moi, il y a toujours une issue quelque part. Mm-hmm. Même quand on parle des Autochtones, moi, j'ai tout le temps dit, les Blancs, là, ça va y retomber sur le nez, là. Mm-hmm. Pisse contre le vent, là. Mm-hmm.
c'est comme ça qu'une nation réussit, ou une personne réussit à sortir d'un marasme, si vous voulez. Ben, tu as l'instruction, tu commences à avoir des docteurs, tu as des avocats, l'Acadie est remontée là, après la déportation exactement de la même façon. Tu as des écrivains, des poètes, puis à un moment donné, ça fait un bassin qui bouillonne et ça fait de la vapeur monte, elle retombe en pluie et il y a un cycle de vie qui s'installe, qui n'est plus destructible après. Mais ça prend du temps. Puis, moi, je lisais le livre de Daniel Paul. Je ne veux pas jouer dans ta plate-bande, mais c'est parce que ça nous affecte toutes. Puis c'est un peu aussi la façon de voir la vie. C'est un peu notre façon de voir la vie. Quand la régénérescence est toujours plus riche la fois d'après. Donc, c'est une espèce de tourbillon qui s'enrichit à chaque tour et qui finit par créer un feu d'artifice ou ce qu'on voudra. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, des heures. Mais je ne peux pas dire que je suis pessimiste, moi, dans le sens que je vois toujours une issue. En tout cas, je l'espère toujours qu'il y en ait une issue. Excuse-moi, tu ne joues pas dans ma plate-bande, il n'y a pas de problème, je ne suis pas puriste à ce point-là. Et juste rapidement dire, je préfère être quelqu'un en colère que quelqu'un de résigné. C'est parce que s'il y a une certaine colère, c'est qu'on croit qu'à quelque part, il peut y avoir une sortie ou une solution. La colère est nécessaire, moi, je pense, à certains moments, parce qu'autrement, on serait plate de même, là, comme ça. Tu sais, ça prend des vagues dans l'océan, puis ça prend l'onde douce. Donc, c'est comme, des fois, il y a des sprints, des fois, il y a des repos, et c'est comme ça, je pense, dans toute l'évolution de toute vie, de toute espèce. Tu sais, c'est comme, tu as des espèces en voie de disparition, ben toi, il y a une régénérescence parce que l'autre espèce n'avait plus rien à manger, puis bon, c'est de la nature. Chacal, ton livre Chacal est un livre de colère, et même le livre qui a suivi, L'ombre de Chacal. Peut-on dire que c'est une colère bouillonnante, là, c'est une colère qui est là, on le sent. Oui, parce que tu vois, le deuxième L'ombre de Chacal, c'est Étienne comment est-ce qu'il va se sortir de ce marasme-là par rapport à son frère. Son frère a travaillé à l'aliéner toute sa vie parce que, d'après lui, il n'était pas supposé de naître, il n'y avait pas d'affaire à naître, il a pris sa place. Lui, et comment est-ce que Étienne, ici, à la fin de L'ombre de Chacal, avec l'autre génération qui est Sarah, la fille d'Étienne, je le fais, le cycle. C'est pas de même, je l'ai pensé, là, mais de ce que je viens de dire, c'est ce qui se passe dans cette œuvre-là, justement. Comment est-ce que l'issue devient possible, mais tu peux avoir. Quand on parle d'humanité, là, c'est long des fois. Oui, c'est très long. Et ça rejoint un peu, d'ailleurs, les livres, là, les derniers livres de Yin Shen, j'en parlais tantôt. Tu parlais de traverser. En fait, toute la littérature, c'est une littérature exploratoire, c'est une exploration de quelque chose, sans doute d'un monde meilleur là, que tu es en train de faire. C'est pour ça que j'ai parlé de la figure de Norman Bethune tantôt, mais l'exploration est un récit aussi, c'est une façon de la raconter. Hein? C'est un parcours. Quel est le rôle de Marcel Proust, Proust dans ce parcours-là, narratif? D'abord, c'est une musique pour moi parce que ça, je cherche beaucoup. Chacun a sa musique, mais je voudrais que mes écrits ont une musique. Ce n'est pas seulement le contenu, mais il y a une musique qui fait que ce soit un art. Et aussi, c'est la musique. C'est une musique qui sera... Parce que Proust est lu sur tous les... comment dire selon toutes sortes de critères. Ça peut être un roman historique, ça peut être tout. Mais ce qui dépasse tout cela, qui dépasse toute l'identification, c'est sa musique. Donc, je lis et relis ses phrases, des fois même pas pour ce qu'il est en train de dire, mais c'est sa musique. Je crois que si mes textes ont un petit peu de valeur, si jamais, ce serait la musique et non pas ce qu'il
tout à fait ce qu'il dit. Donc, Proust est important pour moi dans ce sens, mais aussi, c'est quelqu'un qui est en train de parler d'un monde perdu, d'un monde, ses efforts de recherche, ça me convient. Je sens je sais pas, une connivence, une sympathie, et du coup, en même temps, je sens sympathie pour tout le monde. Et j'ai rencontré Anthony Maillet il y a très très longtemps. On était dans la même maison d'édition. C'est là que j'ai appris le destin du peuple acadien. Et puis, très tôt aussi, en arrivant au Canada, on m'a dit que je ressemble à des Esquimaux. Je ne sais même pas ce que c'est, les Esquimaux. Et je me suis renseignée, dit, OK. Ok, ça ne me dit pas grand-chose parce que je ne connais pas cette histoire. C'est au fur et à mesure que je découvre, oh là là, je ne suis pas seule, la malheureuse. Il y a toujours quelqu'un plus malheureux que nous. Et moi, il y a quelque chose probablement très chinoise. Nous, on a beaucoup de vocabulaire dans la langue qui parle d'un parallèle, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas nous-mêmes, on ne veut pas affliger aux autres, ou bien on se met à la place des autres. Et il y a des dictons plus populaires, on dit que quand il y a un grand conflit arrive, on passe la première moitié de la nuit penser à nous-mêmes et la deuxième moitié de la nuit pour penser aux autres. Et donc, j'aimerais beaucoup faire ce genre de parallèle. Je trouve que le monde sera beaucoup plus en paix. Et je suis allée aussi écouter une conférence de Madame Roulin en ligne. Je suis très intéressée. Et bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais simplement faire une blague. C'est que je me demande si Madame Roulin voudrait m'adopter ou sa famille. Sa famille naturelle voudrait m'adopter. Comme ça, je résous mon problème canadien. Parce que je ne sais, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment chanter l'hymne national. Je suis allée chercher dans le dictionnaire le mot aïeul, mais moi je n'ai pas d'aïeul. Il faut remonter au grand-père au moins, mais peut-être plus loin. Et donc, je ne sais pas comment me débrouiller jusqu'à maintenant. Est-ce que je suis canadienne ou pas? Ce n'est pas sûr. Donc, je dis, bon, voilà, je crois que je suis, en parlant de pessimisme, etc., je dois avouer, je suis un pessimiste théoriquement. Mais je veux être optimiste ou moins positive dans l'action. Et c'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. Je poserai une question. Est-ce que c'est à cause de tout ce que tu dis ici, Yen, qu'il y a aussi rayonnement, l'un de tes derniers récits? Est-ce que rayonnement est un apaisement, est une issue, ou bien la poursuite de la traversée? Je ne sais pas si ma question est arrivée. Hugues, tu me fais signe quand il reste 5 minutes pour que je puisse terminer en beauté. Est-ce que ça va, Yin? Tu m'entends? Oui, j'entends. Est-ce que tu as entendu ma question? Oui, j'ai entendu. Alors, la question est à qui? À toi, rayonnement. Rayonnement. Quelle est la place de rayonnement dans tout ce que tu viens à peine de dire là? Je sais, parce qu'on partage un sort commun, malgré tout. Et puis, le rayonnement, vous avez lu, c'est rayonnement à la fois de notre intelligence humaine et puis en même temps le rayonnement de l'atome. Et donc, il y a une question d'éthique qui est posée dans le roman. Et je crois que l'humanité est toujours en train de zigzaguer entre les deux sortes de rayonnement. Et je n'aime pas, je ne sais pas, est-ce que rayonnement, spirituellement, je suis beaucoup plus proche des premières nations. Parce qu'on n'est pas quelqu'un au-dessus du monde, mais on fait partie
on fait partie et puis et il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas résoudre de notre vivant, mais l'univers a sa propre logique. Et puis les astres tournent, on vénère soi-disant le ciel. Et pour moi, est-ce que je vois les rayonnements? Je ne sais pas, mais je sais que je fais partie. Peu importe où je suis, comment je vois le monde, je fais. Et mon point de vue, mon regard, ce n'est que mon point de vue et mon regard. Et il n'y a rien d'absolu dans ma pensée. Oui, parce que je dis ça parce que je trouve le titre de ce récit-là magnifique dans son ambiguïté même. Hein, les rayons X, les rayons ultraviolets, mais également les rayonnements des beaux esprits, les rayonnements des gens qui sont positifs, les rayonnements sur les belles valeurs. Donc, il y a quelque chose qui se rejoint, presque qui résume toute ton œuvre dans ce dernier roman-là et qui permet vraiment de prendre date avec ce roman-là pour investir toutes les autres littératures et tout le sujet qu'on est en train de discuter depuis 1 heure ici. Hein? Qu'est-ce qui rayonne? Qu'est-ce que tu voudrais voir rayonner, Maya, dans ta littérature, dans ta poésie, pour terminer? Qu'est-ce que j'aimerais voir rayonner? Ce n'est pas nécessairement moi ou ma poésie, c'est les générations qui viennent, qui n'auront pas à écrire ce genre de poésie, qui vont pouvoir vivre autre chose que devoir se battre. Ma mère Inou a témoigné à la commission Vérité-Réconciliation à huis clos. Et moi, j'ai eu à témoigner à la commission Vient, l'enquête qu'il y a eu suite aux incidents des femmes autochtones de Val-d'Or. Mais il y avait une tournée dans tout le Québec avec le juge Vient. Et j'ai eu à témoigner là parce que j'ai vécu un incident. J'aimerais ça que mes neveux et nièces n'aillent pas à témoigner à des commissions d'enquête. Voilà. Merci. Gracia, qu'est-ce que tu voudrais voir rayonner ou qui rayonne déjà? J'ai comme un petit peu de difficulté à répondre à ça parce que, en fait, ce que je voudrais voir rayonner, c'est la libération personnelle, individuelle, qui va amener à une libération collective, à une plus grande, je ne vais pas dire tolérance, parce que la tolérance implique ça implique quelque chose de négatif. Je dirais plutôt embrasser l'univers ou genre que on vit toutes des langues différentes, des cultures différentes. On est rendu dans un grand bassin. Tout le monde, il est heureux, tout le monde, il est content. Mais, tu sais, pourquoi tout le monde ne peut pas être libre, heureux et content? Qu'il faut toujours qu'il y ait des tâches qui viennent briser une harmonie qui pourrait être, et ça, c'est toujours l'ignorance, c'est toujours le manque de connaissance. Donc, en fait, ce que je voudrais voir rayonner, c'est la connaissance. Alors, je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va finir cette séance. J'aimerais vous remercier profondément, Yin Chen, Gracia Couturier, hein, Maya Cousineau-Molène, vraiment pour votre générosité d'avoir été là à partager ces expériences littéraires-là avec nous, mais qui sont aussi des expériences de vie, des expériences du présent, peut-être surtout, et espérer une belle espérance sur le futur. Alors, je vous remercie beaucoup et en vous disant donc la prochaine fois. Et merci également à l'assistance. Merci beaucoup pour ce très bel après-midi littéraire. On a appris beaucoup de choses. Vivre, c'est un combat perpétuel. Hein. La reconnaissance aussi du je et du nous comme entité, comme peuple, ça aussi, c'est très, très important et c'est toujours à revendiquer. Ça fait un très bon lien aussi avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent au Congrès. Alors, c'est vraiment intéressant, je pense, pour les congressistes qui sont avec nous, à la fois en virtuel et en présentiel. Donc, merci infiniment. Là, maintenant, je vais vous dire que nous allons avoir bientôt une pause santé. Nous allons aussi avoir ce qui transcende bien toutes nos discussions. Nous allons avoir un film tout à l'heure à 17h, c'est le cinéma autochtone. Et ça s'appelle le film « Je m'appelle humain ». Quoi de plus approprié
comme thème. Donc, si vous voulez bien, j'invite André Pelletier, qui n'est pas un figurant dans le film, mais quand même qui va venir nous parler un peu de ce film comme tel. Donc, c'est à 17h. 16h30, c'est la pause, donc dans les prochaines minutes. Et par la suite, bien, on aura le film. Monsieur Pelletier, à vous la parole. Merci Hugues. Bon après-midi tout le monde. Donc, c'est ça, je voulais juste vous parler un petit peu du film qui va avoir de projeter cet après-midi. Donc, c'est ça, c'est Je m'appelle Humain, qui est un film qui a été réalisé par Kemobom Sawan, qui est un portrait de la poète Joséphine Bacon. Donc, on voit beaucoup sa philosophie de vie, sa façon de voir le monde, son passé. Puis c'est un film phénoménal, vraiment. C'est un portrait d'une personne qui est riche, puis qui voit le monde d'une façon très, très unique. Donc, c'est ça. On va se voir ici dans 30 minutes. Merci. Merci beaucoup, André. Donc, nous passons à la pause. Nous revenons pour le cinéma. Et par la suite, le dîner est libre pour les gens en présentiel. Merci. Prochain rendez-vous ici, je vous le rappelle, dimanche, demain, à compter de 9h pour des explications pour la suite. Donc, 9h, heure avancée de l'Atlantique. Merci et bonne fin de journée.